côté, je suis vice-présidente de la commission Vie Épargne et je suis senior manager au sein de KPMG et je vais laisser les membres qui m'accompagnent aujourd'hui, donc du groupe de travail, se présenter. Donc pour ma part, je suis François Lair, je suis responsable de la gestion des risques au sein de Maïvie et donc membre de la commission Vie Épargne et du groupe de travail sur la réassurance du risque de rachat. Donc Laurent Saumon, je suis courtier solutions structurées au sein du courtier Guy Carpenter, donc je fais également partie de cette commission. François-Xavier Negri, donc j'ai occupé différents postes au sein du groupe AXA dans différentes entités et donc je suis enchanté de participer à ce comité. Donc, le contexte, donc, vous le connaissez, le contexte économique, hein, c'est une hausse des taux de 300 BP sur l'année 2022, hein, due à la hausse de l'inflation liée à la reprise Covid où la demande était supérieure à l'offre, les politiques monétaires et les contextes géopolitiques. Et donc, du coup, après 2 ans de taux très bas, 300 BP, explosion des taux d'intérêt. Et donc, une conséquence directe pour le marché de l'assurance vie, c'est bien entendu les rachats, qui s'expliquent par différentes raisons. Hein. La première raison, c'est le besoin de liquidité des ménages, explosion du coût de la vie, obtention de crédit très difficile. Les épargnants ont besoin d'argent pour vivre, pour investir, ils récupèrent leur argent. Une deuxième explication, c'est la concurrence des livrets A. Hein. Aujourd'hui, on a 3% de rendement garanti sur notre livret A, des dépôts à terme qui sont très, très performants également. Et donc, on voit apparaître sur toute l'année 2023 une décollecte. On n'a pas vu de rachat massif, ça a été rappelé dans le groupe juste dans l'atelier juste avant. On n'a pas d'effet de rachat vraiment explosif, mais une décollecte des versements en fait c'est les nouveaux versements. On voit que les gens se tournent moins qu'avant vers les contrats d'assurance vie. Donc on a une collecte négative sur l'euro, des produits UC qui peinent par rapport à la concurrence du livret A. Donc là, on est face à un comportement des assurés qui, par exemple, en Italie, pour le coup, s'est vraiment transformé en termes de rachat, avec un sentiment de peur et donc des comportements qui ne sont pas toujours rationnels. Et c'est là où le risque pourrait également s'avérer en France. On a un deuxième risque, c'est un risque qui est plutôt cette fois-ci prudentiel, avec l'explosion donc, du sous-module de risque de rachat massif. Hein. Donc au 31 décembre 2022, le SR de souscription vie a bondi de 64% si on s'intéresse à 5 acteurs vie. Donc on n'a pas le détail du rachat massif, mais on sait bien que c'est vraiment le module du risque de rachat massif qui entraîne cette hausse. Donc une des solutions pour se prémunir contre ce risque, hein, qui peut soit être réel ou prudentiel, c'est de mettre en place une réassurance de rachat. Aujourd'hui, hein, on ne va pas s'intéresser à comment garder les assurés en portefeuille, hein, mais on va regarder le pansement que peut être la réassurance de rachat. Merci. Je ne sais pas si on peut passer au slide suivant. On va faire un interlude technique. Bon, en tout cas, en attendant que le slide arrive, là, je peux vous donner quand même les grandes lignes. En fait, la réassurance du risque de rachat, c'est pas quelque chose de nouveau. Voilà, c'est quelque chose qu'on place depuis des années. Il y a eu déjà pas mal de couvertures qui ont été mises en place il y a 5, 6, 7 ans. Et puis, c'est un type de couverture qui a été quand même beaucoup moins fréquent. Les taux étaient très très bas. Le risque sur le comportement de rachat était jugé relativement faible. La pondération du capital liée à ce risque était aussi quelque chose qui était finalement
pas un élément clé dans la solvabilité des compagnies. Donc il y a eu beaucoup moins de demandes. Et là, maintenant, on observe un phénomène vraiment d'explosion de la demande sur le risque de rachat en épargne. Et donc, il y a deux éléments qui expliquent ça. Le premier, c'est une motivation de transfert de risque. C'est de la réassurance. Qui dit réassurance dit transfert de risque. Si les rachats augmentent, le réassureur indemnise la compagnie d'assurance. Donc, il y a vraiment du risque qui est envoyé à l'extérieur vers le réassureur. Et pourquoi ça devient quelque chose qui est plus sensible? Déjà parce qu'on constate une hausse du rachat, y compris en France. Alors, en fonction des portefeuilles, voilà, ça peut être uniquement que quelques points, mais ça commence à devenir matériel. C'est plus simplement l'épaisseur du trait, et on est à des niveaux qui sont supérieurs à ce qu'on a observé, par exemple, post-faillite de Lehman. Donc, ça devient quand même un peu plus préoccupant. Et puis, il y a aussi un enjeu qui est très fort. Si on observe une vague de rachat, ça va impacter fortement le résultat, puisqu'on a des moins-values latentes sur le fonds euro, donc ça va détruire du résultat si on est obligé de liquider ses positions. On va aussi perdre du résultat sur les UC parce qu'on aura des encours plus faibles, donc on aura moins de chargement. Donc l'enjeu est là sur le transfert de risque. Et puis, il y a aussi le pilotage du ratio de solvabilité. Comme on l'a précisé juste avant, le SR relatif au scénario de rachat massif devient un module très très important. Donc réussir à atténuer ou maintenir un niveau stable ou limiter la volatilité de ce SR sur un horizon moyen terme, c'est aussi quelque chose qui devient matériel. Et puis on a un effet également qui est un petit peu contre-intuitif avec la PPE. Si j'utilise ma PPE pour augmenter mon taux service sur le fonds euro et donc avoir moins de rachats potentiellement, je vais détruire mon ratio de solvabilité. Maintenant que c'est un élément de fonds propres. Donc on a aussi deux contraintes qui vont dans des sens opposés. Je veux utiliser ma PPE pour rester dans le marché, pour surperformer le marché, garder mes encours. Mais comme c'est un élément de fonds propres, eh bien, ça se fait au détriment de mon ratio de solvabilité. Donc je vais peut-être franchir mon appétence en termes de ratio. Donc en combinant ces deux éléments, voilà, c'est vraiment pour nous ça qui fait qu'il y a une très forte demande sur ce type de rachat. Le fonctionnement lui-même des traités, voilà, il reste finalement relativement simple. Ce qui est couvert, c'est le rachat. Donc en fait, on va mesurer le taux de rachat effectif sur les portefeuilles qui sont couverts. Et on est sur une couverture qui est non proportionnelle. Donc ce que vous avez dans le schéma à gauche, en fait, vous avez un taux de rachat de base qui est par exemple de 6-7%. On va laisser une certaine rétention à la compagnie d'assurance. Donc si les taux de rachat n'augmentent que légèrement, il ne se passe rien sur le traité. Par contre, à partir d'un certain niveau, donc le Y là, sur mon dessin, par exemple 15%, à partir de 15%, la compagnie commence à être indemnisée jusqu'à ce qu'on atteigne le plafond de la transaction, par exemple à 40%. Et donc on a une indemnisation qui est linéaire. Voilà, à chaque point de rachat supplémentaire entre 15 et 40, l'indemnisation augmente. Donc on est vraiment sur une couverture un peu comme un stop-loss, mais qui est sur un taux de rachat d'un portefeuille épargne. Et on peut couvrir aussi bien l'euro, l'UC. Voilà, donc en termes de périmètre, on peut être vraiment sur quelque chose de très couvrant. La deuxième étape, en fait, c'est quelle est l'indemnisation que l'on met face à cette hausse du taux de rachat. En gros, quelle est la valeur d'un poids de rachat supplémentaire à partir du moment où on a atteint le seuil d'indemnisation de la transaction. Et là, en fait, pour caler ça, on se dit finalement, quelle est la perte économique de l'assureur quand il y a une hausse du rachat. L'assureur, sa perte économique, c'est soit la réalisation de moins-value latente, si c'est, pour simplifier, des rachats sur le fonds euro, soit de la perte de chargement futur, aussi bien sur l'euro, mais surtout sur les UC, parce que les UC sont généralement plus rentables que le fonds euro. Et donc, on assoit l'indemnisation du traité de réassurance directement sur la perte économique entre le niveau où la transaction s'enclenche et le niveau où la transaction atteint son plafond. Et la façon dont on mesure cette perte économique, en fait, on le fait déjà dans le cadre de Solvabilité 2, quand on mesure le SCR de rachat. Quand on mesure le SCR de rachat, on fait déjà ce calcul de quelle est la perte économique. Donc là, finalement, on repart de cet environnement de calcul S2 pour l'appliquer à ce traité de réassurance.
Et ce mécanisme, donc, il a été mis en place voilà, de manière très, très similaire sur l'ensemble des traités. Et celui qui a un petit peu donné le là, c'est une transaction qui maintenant est publique, donc qu'on peut vous citer, qui est celle pour la Poste italienne, donc, qui a été mise en place en fin d'année dernière, qui est une transaction qui a une capacité d'1 milliard d'euros, donc qui est quand même assez substantielle. Elle couvre un portefeuille de 140 milliards d'encours. Là, vous avez à droite un extrait du rapport annuel de cette compagnie. Donc, on voit que la transaction leur a permis de gagner 30 points de ratio de solvabilité. Donc, même à l'échelle de cette compagnie-là, voilà, ça reste quelque chose qui est important et qui a donné un saut de solvabilité assez substantiel. Et pourquoi pourquoi aujourd'hui on arrive à mettre en place ces transactions? C'est parce qu'on arrive à aligner voilà, 3 mondes qui sont pas toujours forcément totalement sur le même plan. Évidemment, on a beaucoup de demandes d'assureurs. J'aurais du mal à vous donner une typologie particulière d'assureurs. Voilà, ça peut être des assureurs, des mutuelles, une clientèle plutôt généraliste, une clientèle plutôt, on va dire, type private banking. Voilà, il y a vraiment pas de spécificité de ce côté-là, avec des demandes aussi très différentes. Voilà, j'ai mis entre 25 millions et 1 milliard. Donc, on peut couvrir des portefeuilles assez divers. Et puis, cette demande de réassurance, elle est bien captée par l'ensemble des réassureurs. On travaille avec 15-20 réassureurs, donc il y a vraiment un panel de réassureurs assez différent pour aller sur ce type de transaction, avec des appétences qui varient. Donc, ce n'est pas un produit qui est standardisé, avec une homogénéité de l'appétence au risque des réassureurs. Et je dirais, si on doit donner quelques critères vraiment d'analyse, il y a évidemment le pays. Si je couvre un portefeuille français ou un portefeuille italien, je n'aurai pas forcément le même comportement attendu des assurés. La balance entre la partie euro, la partie UC, et puis comment je distribue mes produits, est-ce que je distribue en interne, est-ce que je distribue via des courtiers. Voilà, enfin, il y a tout un ensemble de critères d'analyse qui fait que, aussi bien en termes de capacité que de prix, j'aurai des réponses différentes des réassureurs. Mais aujourd'hui, on est sur des conditions de marché qui sont quand même assez favorables pour les assureurs, et c'est évidemment une des clés de lecture des assureurs pour aller sur ce type de schéma, c'est que les conditions économiques sont intéressantes. Et elles sont intéressantes parce que chez le réassureur, il y a naturellement très peu de SCR, très peu de risque de rachat, donc très peu de capital alloué à ce risque. Donc en fait, ils se diluent très très bien dans leur bilan. Et donc finalement, le ROE, tel que perçu par le réassureur, est assez intéressant. Et enfin, la dernière pièce du puzzle, c'est évidemment le régulateur, puisqu'on est sur une opération de réassurance avec un transfert de risque. Donc ce transfert de risque aboutit à une réduction de la charge en capital sur le risque de rachat. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut démontrer au régulateur. Et là aussi, voilà, les structures ont évolué. J'évoquais tout à l'heure que ce type de réassurance existe depuis des années, mais on a fait évoluer les structures pour répondre aux dernières demandes des régulateurs. Juste pour vous donner un exemple, aujourd'hui, les couvertures sont plus longues que celles qu'on faisait il y a quelques années. Donc, dans ce panorama voilà, des 3 acteurs, les ingrédients sont là pour que les placements soient efficients en termes de prix, en termes de capacité de réassurance, mais aussi pour qu'on ait bien la bonne prise en compte dans son ratio. Je vais peut-être te passer la main voilà, pour illustrer un petit peu ceci. C'est ça, je vais prendre la main du coup pour vous donner un petit peu les impacts que la mise en place d'un tel traité pourrait avoir sur un assureur vie moyen, enfin avec des caractéristiques assez moyennes. Donc voilà, on a un certain niveau de couverture avant réassurance. Et ce qu'on va regarder, c'est comment en fait, la mise en place de ce traité vient jouer dans notre vision du besoin en capital de cet assureur et in fine de son ratio de couverture. Donc ça intervient à plusieurs endroits. Bon, je vais mentionner les éléments principaux, voilà, sachant qu'il y a d'autres éléments qui sont à prendre en compte, comme la prime de réassurance, l'augmentation du risque de contrepartie, que je n'ai pas illustré là dans le petit exemple chiffré, parce que c'est vraiment des éléments qui sont de second ordre par rapport aux éléments qui vont être présentés. Donc le premier, c'est évidemment qu'on a
une vision du besoin en capital dans le rachat massif qui globalement vient recevoir un montant de réassurance dans ce scénario-là et donc qui est mathématiquement divisé par 2. Ce qui a un impact sur le SCR de souscription vie et donc le SRRU, qui impacte également la marge de risque. Et du coup, cette baisse de la marge de risque se retransmet dans les fonds propres, avec un effet marginal sur les impôts qui eux, sur les impôts différés qui eux augmentent, liés à cette augmentation. On a également la diversification effectivement entre les modules de risque, entre le SCR marché et le SCR souscription diminue du fait de la baisse du SCR souscription. Mais voilà, ce qu'on voit, ce qui est illustré là sur ce petit exemple, qui est bien évidemment à peaufiner avec les données propres à chaque entreprise, mais c'est que le gain pour un assureur vie, d'un point de vue niveau de solvabilité, est quand même assez substantiel. Là, sur cet exemple-là, on dépasse les 35 points. Donc, je vais passer la main à François-Xavier. Ici, donc, on m'a demandé de vous commenter en fait la réassurance interne. Donc il y a un exemple connu sur le marché qui est pour le groupe AXA et qui a eu lieu fin 2022. Ce n'est pas du risque de rachat, mais finalement, ça ne change pas grand-chose parce que le sujet est à peu près le même, la thématique est la même. Ce qu'il y a d'intéressant, donc ce que vous voyez en italique, c'est juste des communiqués de presse. L'information est complètement publique. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que en fait, c'est quelque part assez simple. On parle juste de quote-part. De quote-part entre différentes sociétés qui agrègent leurs risques à l'intérieur d'une sorte de réassurance interne. Ici, c'est une société dédiée, mais ça pourrait être la holding, ça pourrait être plein de choses différentes. Et finalement, c'est une solution qui n'est pas du tout antinomique avec ce qu'on vient de discuter. Ça peut être fait en parallèle, enfin juste avant une session en externe. Dans ce cas-là, par exemple, il y a des traités de réassurance qui sont au-delà de cette réassurance interne. Le point qui est peut-être intéressant, c'est qu'avec cette série de quote-parts et juste agréger des risques de différents horizons à l'intérieur donc de ce pool de réassurance, on a un aspect majeur. Là, on parle quand même d'un certain nombre de milliards, juste avec la mise en place de ces quote-parts. Et on peut, en sus de ça, se protéger sur d'autres risques extrêmes avec des traités de réassurance qui, cette fois-ci, vont être avec des réassureurs externes au groupe ou à la liste de sociétés qui effectuent ce type de transaction. Et du coup, je vais reprendre l'exemple qui a été fait sur la vision pour un assureur vie, en allant, en poussant justement l'hypothèse, en regardant sur du placement en fait, en interne d'un groupe qui est constitué d'une entité vie, d'une entité non-vie, et avec donc une acceptation de cette réassurance du rachat massif par l'entité non-vie. Et donc pour regarder les impacts que cette acceptation apporte sur l'entité non-vie et sur le groupe. Donc sans trop trahir d'éléments, on va voir l'élément diversification du SCR pour un acteur non-vie que Laurent évoquait au niveau des réassureurs, qui est assez intéressant. Parce que le point principal pour l'entité non-vie, c'est qu'effectivement, on va avoir un SCR de rachat massif qui va apparaître, donc qui va créer du SCR souscription vie, mais qui va se diversifier avec son SCR marché, avec son SCR non-vie, et donc qui, in fine,
va être assez négligeable, suivant sa taille, hein, par rapport à l'acceptation qu'il peut faire, par rapport à son besoin en capital et sa marge de risque. Donc le coût de cette réassurance, voilà, dans l'exemple qu'on a pris, est assez limité, hein, c'est 2 points. Et il y a un effet qui est pas forcément intuitif, mais qui est assez intéressant à regarder quand on prend les choses du point de vue du groupe, où on peut se dire, voilà, on est sur un traité en interne, il n'y a pas de raison que les choses changent la vision du risque au niveau du groupe. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, en ayant mis en place ce traité de réassurance, en fait, on matérialise de la fongibilité, de la transférabilité des frais, enfin plutôt de la transférabilité du capital entre les entités du groupe, et autant sur le SCR, l'impact est neutralisé. Il y a, la vision du risque au niveau du groupe reste la même. Par contre, au niveau de la marge de risque, on est bien sur des marges de risque qui se somment. On n'a pas de retraitement de ce mécanisme de rachat. Et donc, le gain de marge de risque qu'on observe dans l'entité vie est beaucoup plus important que la perte de marge de risque qu'on observe dans l'entité non-vie. Et donc, au final, pour le groupe, on a un gain sur la marge de risque, ce qui amène un gain au final sur le niveau de couverture du groupe, qui est moins important évidemment que celui qu'on observe sur l'entité vie, mais qui est malgré tout existant, ce qui n'est pas forcément intuitif a priori. Voilà, on est au bout de cette présentation. Je repasse la parole à Léonard. Pour conclure très très rapidement et nous laisser le temps de prendre vos questions, donc la réassurance peut s'appliquer à tous, hein. La réassurance externe, c'est vraiment tous les acteurs qui veulent la mettre en place peuvent le faire. Pour les groupes, on a la possibilité de la mettre en place une réassurance interne. Ces 2 types de réassurance peuvent se jumeler parce qu'elles sont pas forcément, et le but n'est pas forcément le même. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, on est prêt à vous répondre. Oui, bonjour. Vous avez les mêmes slides là, dans le cas de la réassurance externe, vue du réassureur alors, avant, après transaction. En fait, quand je parle de l'entité non-vie, du coup, c'est la vue d'un assureur non-vie qui prendrait le rôle de réassureur, en fait. Je ne parle pas de l'interne, je suis actionnaire du réassureur, je voudrais savoir si vous avez un slide qui présente... Alors, on ne l'a pas fait, on l'a pas fait. Mais ça pourrait être... Bon, voilà, peut-être pour compléter en fait ce que je disais un peu tout à l'heure, le réassureur il va jouer aussi sur cet effet de diversification. A priori, il a très peu de risques de rachat dans son bilan. Donc en mettant quelques centaines de millions de risques de rachat, ça va totalement être dilué par ces autres expositions. En plus, généralement, les réassureurs, s'ils sont sous solvabilité 2, ils sont en modèle interne. Donc ils sont aussi... on a une charge en capital qui peut être différente sur ce risque-là, ou alors ils ne sont pas soumis à solvabilité 2. Donc il y a des environnements qui peuvent être également plus optimisés, on va dire, sur ce module. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est si je comprends bien, votre réassureur, il n'est pas tellement dans l'assurance vie. Il y a plein de réassureurs dans d'autres marchés, il mutualise avec le marché de l'assurance vie. Ouais. Mais si l'assureur fait ça, c'est qu'il veut son intérêt, donc il y a l'intérêt du réassureur d'accepter ça. L'intérêt du réassureur, c'est qu'il va déployer relativement peu de capital sur l'opération, et donc bien que les taux de prime soient relativement faibles, en tout cas c'est la perception de l'assureur, ça a donné un return on equity qui reste intéressant pour le réassureur. Merci. J'ai 2 questions réglementaires. La première question, c'est est-ce que la prime
de réassurance au titre d'un tel traité est qualifiable de réassurance de risque au sens des articles du Code des assurances sur la participation aux bénéfices et du coup déductible du compte de PB. Et deuxième question, est-ce que pour l'exemple où on se réassure en interne au sein d'un groupe avec une entité non-vie, est-ce qu'on n'est pas en train quand même de... Enfin, je sais que c'est réglementairement autorisé, mais est-ce qu'on n'est quand même pas en train de casser un tabou de séparation entre les activités vie et non-vie qui étaient jusque-là quand même pas trop franchies? Alors, je vais prendre le deuxième point. Oui, c'est un sujet, effectivement, la question n'est pas complètement tranchée. Oui, ça fait partie effectivement des sujets, et suivant les structurations des groupes, la réponse se fait plus ou moins facilement. Je ne sais pas, Laurent, si tu veux prendre le... Oui, alors la question de la PB Mine, en fait, là, c'est une question qui est un peu plus large, hein, qui se pose en fait à peu près sur chaque traité de réassurance. Comment se traite ce traité de réassurance dans la PB Mine? Alors voilà, je pense qu'on peut avoir une lecture quand même assez claire. Ce type de traité ne couvre pas de risque de décès, de risque d'incapacité, d'invalidité. Donc, on peut dire qu'a priori, ça ne devrait pas rentrer dans le calcul de la PB Mine, aussi bien sur la partie prime que sur la partie indemnisation. Bonjour, j'aurais aimé avoir un éclairage par rapport à la conférence de vendredi de la CPR. Ils ont parlé du fait qu'ils seraient très attentifs au fait qu'il y ait un transfert des risques. Est-ce que vous pouvez m'éclairer par rapport à ça en fait? Est-ce que, s'ils ont évoqué cette question-là, est-ce que le traité que vous avez mentionné là répond à cette attente de la CPR? Et dans quel cadre en fait il n'y aurait pas un transfert des risques suffisant? Le point n'était pas très clair pour moi. Donc là aussi, hein, la matérialité du transfert de risque, c'est aussi une question qu'on a à peu près sur chaque traité de réassurance. Voilà, est-ce que c'est un finite? Est-ce qu'il y a un transfert de risque? Là, je pense que, étant donné l'environnement qu'on voit par exemple en Italie, c'est relativement facile de montrer qu'il y a des scénarios plus que réalistes où on peut avoir une indemnisation dans ce type de traité. Donc il y a un réel transfert de risque dans cette transaction. Voilà, il n'y a pas de mécanisme de compensation le jour où il y a une indemnisation qui fait que le réassureur revient à meilleure fortune ou quoi que ce soit. Si les taux de rachat augmentent, il paye. Et les scénarios donc c'est le fait qu'il y a un vrai remboursement en fait, de la part du réassureur. Il y a une indemnisation de la part du réassureur dès que les taux de rachat augmentent. Et derrière, en fait, il n'y a rien qui vient compenser cette indemnisation pour que le réassureur, entre guillemets, se refasse. Bonjour, merci pour cette présentation sur un sujet d'actualité. Dans le même esprit que la question précédente, en fait, bien évidemment en liaison avec la conférence du régulateur de la semaine dernière, en fait, vous étiez en train de dire que côté réassurance, vous êtes en train de faire évoluer un peu les structures pour répondre aux exigences du régulateur. Et côté rachat, il y a quelque chose de spécifique auquel vous pensez, typiquement du point de vue collatéralisation ou autre. C'est dans le même esprit que le transfert cette notion de transfert de risque qui doit être très clairement définie dans les traités. Oui, là c'était un commentaire qui était plus au niveau européen, voilà, parce que évidemment chaque régulateur peut avoir un peu des points de vue ou des exigences un petit peu différentes. Donc, certains régulateurs en Europe ont demandé à ce qu'il y ait certaines caractéristiques dans ces opérations. Et aujourd'hui, on est sur un format de réassurance sur le risque de rachat qui est relativement formaté et qui vient du marché qui a été mis en place le premier, donc qui est le marché italien. Donc, en fait, on a une structure qui fonctionne en Italie, et c'est ces structures italiennes, finalement, qui se répandent dans les autres pays européens. Oui, que vous êtes en train de répliquer. Merci. Deux questions. Et si le réassureur saute, devient insolvable, qu'est-ce qui se passe pour l'assureur? Ça, c'est la première.
Alors je dirais qu'il y a deux situations différentes. Il y a la situation où le niveau de rachat de l'assureur n'augmente pas et il devra trouver un autre réassureur pour placer sa réassurance. Mais enfin, on est dans un traité qui est assez similaire malgré tout à un traité tempête, CatNat ou autre. Voilà, avec peut-être une probabilité d'occurrence du sinistre un peu plus faible, mais... Bon, mais de toute façon, la deuxième question, c'est que je pense que la loi permet des gates ou des suspensions de rachat, donc je présume qu'il y aura des coups de téléphone qui seront donnés au Trésor pour suspendre les rachats pendant une période de, je crois, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne me souviens plus. Ah non, c'est tout le marché, mais enfin... c'est toujours pareil. Après, c'est toute la question de la problématique du rachat. Malgré tout, dans la formule standard, le choc est de 40% du rachat de portefeuille qui est racheté. Voilà, après, soit il faut de la cohérence en se disant que cette vision de la formule standard traduit un certain risque. Et dans ce cas-là, il est légitime de se réassurer pour ce risque. Soit la formule standard est peut-être un peu trop disante, mais voilà, dans ce cas-là, il n'est pas interdit de chercher des moyens d'y répondre. Non, et si je peux aussi peut-être compléter ce point, certes, voilà, on peut forcément penser au scénario où les taux de rachat seront bloqués, mais c'est forcément quelque chose qui sera pas pérenne. Ça va être bloqué pendant 3 mois, pendant 6 mois. Et en fait, le jour où on redonne la possibilité de sortie, est-ce qu'on n'aura pas un phénomène de rattrapage? En fait, tous ceux qui avaient voulu racheter et qui n'ont pas pu le faire pendant 6 mois, est-ce qu'ils vont se précipiter au guichet pour racheter? Ça, c'est quelque chose qui reste couvert. Et c'est vrai que dans le mécanisme que protège la réassurance du rachat massif, c'est pas tant le sujet de la liquidité qui est adressé en fait par le blocage des rachats, que aussi le sujet de la perte économique, d'avoir une forte partie de son portefeuille qui sort en fait. Et même si on arrive à gérer la liquidité en vendant des titres en moins-value, malgré tout, c'est une perte économique d'avoir réalisé ces moins-values. Et c'est surtout ça en fait qu'adresse ce traité de réassurance. Juste une question sur l'indemnisation, parce que du coup, dans ce type de traité de réassurance, l'indemnisation est peut-être plus complexe que dans un traité de réassurance classique. Donc, est-ce que quand on met en place ce type de traité avec un réassureur externe, est-ce qu'on a des longues négociations, soit au moment de la tarification, soit au moment de l'indemnisation, sur les hypothèses de projection qui ont été utilisées par l'assureur? Non, alors on n'est pas sur un traité de réassurance totalement standardisé avec une cotation en quelques jours de la part des réassureurs, et on a aussi une hétérogénéité des points de vue des différents réassureurs en prix, en exigence, je dirais un petit peu dans l'analyse des portefeuilles, mais ça reste quand même une transaction qui est relativement simple à mettre en place, en tout cas par rapport à d'autres types de transactions qui peuvent être plus fastidieuses à la fois en termes de calendrier et en termes de due diligence sur les portefeuilles. Là, ça reste quand même raisonnable. Bonjour. Petite question, quand c'est réassuré en interne, comment c'est vu du point de vue du régulateur? Est-ce que c'est pas un tour de passe-passe comptable pour finalement contourner la réglementation Solva 2? Ce micro fonctionne là. Il y a déjà, en fait, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est qu'on a déjà ce type de structuration, enfin les grands groupes d'assurance ont déjà ce type de fonctionnement pour d'autres risques que le rachat. C'est déjà le cas et le régulateur n'a jamais émis de réticence par rapport comment dire, c'est pas un tour de passe-passe, hein, c'est une diversification qui peut être entre des portefeuilles, entre des régions, etc. Et 2, c'est une première étape avant des cessions externes.
Donc, effectivement, est-ce que c'est meilleur pour le RE du groupe, etc. Oui, mais pas que. Ça permet aussi de garder des risques mesurés en interne et d'externaliser les risques les plus extrêmes. Et garder des risques mesurés en interne et de dire c'est suffisamment maîtrisé pour que finalement je puisse le supporter sur mon bilan, ça m'apparaît un argument objectivement très acceptable. Enfin, mais encore une fois, hein, les grands groupes ont déjà ce système sur d'autres risques, sans aucun problème. Oui, et puis c'est surtout que si jamais ce risque se réalise, ils permettent d'y répondre. Donc c'est une solution pour les assurés, in fine. Bonjour. Vous avez présenté du coup un traité porté sur directement sur les taux de rachat. Ma question, elle prend peut-être d'un autre côté, c'est de dire quel est vraiment derrière ce risque. C'est la réalisation de moins-value forcément de notre portefeuille au vu du contexte économique actuel. Et du coup, je me demandais s'il y avait d'autres recherches de réassurance vis-à-vis de ces pertes engendrées par des rachats massifs. Est-ce qu'on pourrait imaginer des réassurances de moins-value par un réassureur? Oui, voilà, on a expérimenté, je dirais, un petit peu différents sous-jacents, voilà, que ce soit le taux de rachat, que ce soit les moins-values ou autre chose. Finalement, ce qui apparaît comme étant le plus efficace, ça reste quand même de regarder la perte économique dans son ensemble de l'assureur, plutôt que de traiter uniquement une seule partie du problème sur un sous-portefeuille, uniquement le risque d'actifs ou uniquement le risque de baisse des chargements dans le futur. La préférence, en tout cas des clients avec qui on discute ce type de couverture, c'est plutôt d'avoir une couverture la plus large possible, aussi bien en périmètre qu'en risque potentiel, en perte économique potentielle. Donc, jusqu'à présent, on reste plutôt sur cette dynamique-là, c'est-à-dire d'essayer de couvrir au maximum l'intégralité des pertes économiques de la compagnie. Excusez-moi, dernière question sur AXA. Dans la réassurance interne, le groupe AXA XL Kathleen, est-ce qu'il est concerné par cette réassurance interne ou pas? On a combien d'heures pour discuter à tout ça? Donc, à l'époque, je ne sais pas, et maintenant, effectivement, il y a deux types de structuration de réassurance. Donc, il y a la partie grand risque réas, il y a la partie qui est aussi sur du modèle assurance, et au-dessus de tout ça, au-dessus de tout ce pooling, il y a des cessions en externe. Donc, ça dépend à quel moment on regarde. Là, je ne suis pas complètement sûr, mais ça ne change rien à l'histoire, en fait. Les traités vont agir différemment sur les cessions externes en fonction des événements. Il y a des géographies différentes. Et le point, pour moi, qui m'apparaît très intéressant, c'est un risque à peu près gérable. Le pooling, il n'est pas fait pour garder une usine à gaz qui peut exploser, mais donc les très grands événements climatiques, réassurance, grands risques et ainsi de suite, c'est quelque chose de spécifique et qui finalement est dans notre conversation actuelle un peu connexe. Néanmoins, pour répondre à votre question, oui, tout ça c'est regardé en ensemble. J'avais juste une question, peut-être rapide ou pas, j'en sais rien. En termes de coût, combien ça coûte en fait ce type de traité? Parce qu'on a vu le ratio de Solva, mais ça coûte combien? Oui, alors la question du coût, c'est forcément une question importante. J'aurais pas une réponse non plus là forcément hyper ciblée, mais parce que ça dépend. Voilà, il y a quand même pas mal de paramètres. Mais en tout cas, ce sont des conditions qui sont jugées intéressantes par rapport à d'autres moyens, par exemple de renforcer son ratio de solvabilité. Pour donner vraiment un ordre de grandeur, c'est quelques pourcents de la capacité à acheter.
de la capacité. Donc, par exemple, si vous vous couvrez pour acheter 100 millions de capacité, donc si les rachats explosent, vous touchez un chèque de 100 millions du réassureur. Le réassureur, en contrepartie, va vous demander quelques pourcents par an de ces 100 millions. Comment fonctionne l'indemnisation? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est déterminée au moment du traité, via le modèle au moment de la signature du traité, ou est-ce qu'elle est observée au moment du sinistre? Parce qu'on a parlé que ça permettait de couvrir les moins-values notamment. Les moins-values dépendent de l'actif, de la duration, etc. En fait, hein, sans rentrer trop dans le détail hein, du traité, mais c'est bien... en fait, on observe pour des périodes données le niveau de rachat, et c'est la situation, le coût qu'aurait la réalisation du rachat en début de période qui est pris en compte et qui est assez simplement en fait, exprimé via le niveau du SCR rachat massif en début de période. Donc c'est une couverture modèle ratio de Solva? Non. Non. Mais voilà, elle est captée.